Moi, je vais partir du titre de l'appel à cette rencontre, hein, que je considère comme une rencontre amicale, et on se retrouve entre gens qui se connaissent. Voilà. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de nous avoir invités les deux. Je suis très content de parler après mon étudiant. J'ai dit à Tahar tout à l'heure, il m'a dit qu'est-ce que tu veux parler. Je lui ai dit, moi je suis un indépendant, je ne me définis pas contre les partis, je suis un indépendant complément des partis. Et je suis un vieux, je ne veux pas prendre la place des jeunes, j'interviens comme complément des jeunes. Donc je vais inscrire mon propos dans le prolongement, un peu pour répondre aussi aux interrogations qui sont venues de la salle. L'appel, c'est repli identitaire, islam politique et islamophobie. Je crois qu'il faut tenir pour comprendre, répondre à la question de la cause, répondre à cette inquiétude chez ceux qui voient dans toute manifestation publique du religieux une remise en cause des acquis de la sécularisation. Je crois que justement il faut partir du titre global, les replis identitaires. Les replis identitaires ne sont pas propres à une partie de la population, à une culture, à une communauté, on va le voir. Je crois que cette question n'est pas non plus indépendante de l'évolution que connaît notre monde aujourd'hui. Après la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, les espoirs de libération, de démocratie, Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire. Enfin, la démocratie et le libéralisme va se généraliser et avec cela, il y aura la fin de tous les conflits et on va vivre en paix universelle. C'était la thèse au lendemain de la chute du mur de Berlin qui était, on est dans cette euphorie de cet espoir cultivé par les Lumières, la paix universelle d'Emmanuel Kant, Montesquieu, toute la pensée des Lumières était avec la généralisation de la démocratie et avec la disparition de tous les obstacles à la généralisation de la démocratie et du capitalisme, parce que c'était dans cette perspective-là, hein, le capitalisme qui va inciter les gens à tenir compte les uns des autres et la raison, la main invisible du marché qui va rapprocher tout le monde, c'était ça. Fukuyama, tout de suite, c'était ça. Ce qu'on n'a pas vu, et c'était d'ailleurs un grand spécialiste de l'Occident, de l'Union soviétique, que je me souviens, un débat à la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin, qui disait sur les plateaux de télévision, nous sommes en train de vous jouer un sale tour, vous les Occidentaux, nous sommes en train de vous priver d'ennemis. La disparition de l'ennemi rouge communiste va créer comme une sorte de malaise, une crise d'identité au niveau de l'Occident, qui l'identité de l'Occident, et je vous conseille de lire à ce propos le mythe de l'Occident de George Corn, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les questions religieuses, sur les conflits au Proche-Orient, et qui a écrit sur le mythe de l'Occident, comment ce mythe a été construit, entre autres en rapport avec la guerre froide et l'opposition des deux blocs. Ce que ce spécialiste de l'Occident, de l'ancien empire soviétique n'a pas vu venir, c'est que on va l'inventer, l'ennemi. En politique, on a toujours besoin de la figure de l'ennemi pour précisément construire son identité et souder. C'est Spinoza qui disait, quand vous avez des problèmes à l'intérieur, vous créez un ennemi extérieur, et il dit que la xénophobie est le meilleur ciment pour souder les rangs d'une nation, d'un peuple, lorsque
il est en crise, lorsqu'il est en difficulté. Et donc, très vite, Ruffin, qui a écrit, qui a été à un certain moment, d'ailleurs Sarkozy l'a nommé comme ambassadeur au Sénégal, je crois, avait dit à un certain moment, l'ennemi c'est le Sud aujourd'hui. Il dénonçait un discours de façon critique. Il critiquait les discours dominants des États-Unis d'Amérique, de l'Europe à l'époque, c'est on est en train d'inviter un nouvel ennemi qui est le Sud en général. Le Sud qui est le barbare du monde moderne, sans État, fort, État de droit, sans démocratie. Et donc on ne sait pas contre qui on lutte. Et les conflits explosent de partout. Avant, avec la guerre froide, l'ennemi était identifié, il était situé. Et donc, c'est plus facile. Là, l'ennemi, en quelque sorte, il est partout. Et surtout, avec la mondialisation, il est même chez nous. C'est lumineux le travail qu'a fait Jean-Christophe Ruffin sur cette question de l'ennemi de substitution après la chute de l'Union soviétique, après l'implosion de l'Union soviétique. Et on a vu qu'effectivement, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la paix universelle. Des conflits ont éclaté là où on espère que la démocratie va triompher grâce à la chute du mur de Berlin. Le conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui a tourné au cauchemar. Purification ethnique. Le plus jamais ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il se reproduit en Europe, au cœur de l'Europe. Parce que le cœur de l'Europe, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas le centre de l'Europe. Géographiquement, c'est Prague. Hein, si on parle géographiquement. Donc c'est au cœur de l'Europe que ces conflits éclatent, là où on croyait que c'est la démocratie qui a triomphé avec la chute du mur de Berlin. Mais aussi, il y a eu le génocide au Rwanda et cette multiplication de conflits dans lesquels l'ennemi provient de nos alliés d'hier contre le mal absolu qui était l'Union soviétique. Et là, c'est très important de rappeler l'histoire. Lier les deux, repli identitaire et islam politique. Et islamophobie. Contre l'ennemi soviétique. Contre le mouvement des non-alignés créé en 1955 par Tito, Nehru, Nasser et Sukarno. Les Britanniques et les Américains qui étaient leurs héritiers au lendemain, qu'est-ce qu'ils ont créé pour contrer et le mouvement des non-alignés et dans le cadre de la stratégie de l'endiguement, on disait, hein, c'était contre la propagation du communisme. On a créé le pacte de Bagdad pan-islamique, dont les membres musulmans sont devenus membres de l'OTAN, bien qu'il n'ait rien à voir avec l'Atlantique. Le Pakistan, la Turquie, en entrant à l'OTAN, elle a été amenée pour composer avec ses alliés islamiques dans le cadre du pacte du Bagdad de mettre un peu de religion dans sa politique, remise en cause de la politique de Kemal Atatürk. Ce n'est pas pour vanter l'autoritarisme de Kemal Atatürk, non, c'est pour restituer les faits historiques. Par exemple, l'enseignement religieux a été réintroduit en même temps dans l'enseignement fondamental en Turquie avec l'adhésion de la Turquie à l'OTAN. Donc il y avait une manipulation contre l'ennemi soviétique, communiste, contre la Chine, contre Nehru, l'Inde.
on a autorisé le Pakistan à avoir la bombe atomique sans se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la nature démocratique du pays qui se dote de la bombe atomique. Parce qu'on en avait besoin. Et on n'en parle jamais. Est-ce que vous, dans les discours officiels, on parle de la bombe atomique du Pakistan dont il s'est doté en tant que membre de l'OTAN depuis les années 60. Quand l'Inde s'est dotée de la bombe atomique, le Pakistan a eu sa bombe atomique. C'est très important dans le prolongement de cela. Les piliers de l'OTAN, c'est l'Arabie Saoudite. Bagdad, quand elle a été la monarchie sous Faisal en 50, c'était avant la disparition de la monarchie, donc pro-britannique. C'est ça pourquoi c'est le pacte de Bagdad. L'Iran, la Turquie et le Pakistan. Voilà le pacte de Bagdad. Après, contre l'ennemi soviétique, ça a continué. Ben Laden, les talibans étaient soutenus comme les combattants de la liberté contre le gouvernement de Najibullah, communiste, entre guillemets, parce que j'en pose des problèmes aussi, ça. J'ai eu des problèmes à l'époque contre ce régime, cette invasion d'un pays, il fallait le dénoncer. C'est vrai, c'est normal de dénoncer une invasion. Ce n'est pas parce que c'est l'Union soviétique que c'est bien. Non, mais il faut le rappeler, ça. Donc, l'islam politique, à ce niveau-là, ne gênait pas jusqu'alors. Quand est-ce que l'islam politique est devenu une menace? Quand, après la révolution iranienne, là on a commencé, et l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, là on a commencé à voir vert. On a commencé à substituer petit à petit, mais beaucoup plus tard. L'idée a commencé à germer de substituer l'ennemi vert à l'ennemi rouge. Mais cela n'apparaîtra que plus tard. Ça c'est les futuristes qui ont commencé à voir cela, soutenant le régime de Saddam Hussein dans une guerre qu'il a déclenchée contre l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre contre l'Irak. Il faut le rappeler, les vérités historiques. Pour endiguer, l'endiguement maintenant change, endiguer la révolution islamique iranienne avec le soutien de toutes les pétromonarchies du Golfe, de l'Arabie Saoudite, de l'Union soviétique à l'époque, des États-Unis d'Amérique, de l'Europe. Saddam Hussein à l'époque n'était pas un dictateur sanguinaire qui assassine son peuple, qui affame son peuple, qui gaze les Kurdes, et même Rumsfeld, secrétaire d'État des États-Unis, secrétaire d'État de la Défense aux États-Unis d'Amérique, dans une conférence de presse, dans les années 80, disait: nous avons analysé le gaz moutarde utilisé contre les Kurdes à Halabja. C'est un gaz qui n'est pas de fabrication irakienne, c'est une fabrication iranienne. Vous allez voir après, le même gaz va être utilisé comme prétexte pour éliminer Saddam Hussein. Par le même Rumsfeld, qui tenait une conférence de presse pour dire cela. Et les choses commencent à changer, notamment, précisément, lorsque Saddam Hussein a cru comprendre, il a compris que maintenant il peut attaquer impunément le Koweït. Grand réservoir de pétrole. Et il est très important de préciser les dates de ce revirement. Après presque 10 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, malgré les médiations des Nations Unies, l'Iran était prêt à arrêter la guerre à condition qu'on reconnaisse qui est l'agresseur, qui a déclenché. Les États-Unis ont opposé leur veto pour qu'on ne désigne pas
Saddam Hussein, le régime de Saddam Hussein, comme étant le fauteur de guerre. C'est celui qui a déclenché la guerre contre la République d'Iran, la République islamique d'Iran. Et à la faveur de la chute du mur de Berlin, Saddam Hussein a cru qu'il peut, et il ne pouvait plus de toute façon continuer la guerre. Il fait un cessez-le-feu, il prend l'initiative, en dehors de ceux qui l'ont subventionné sa guerre contre l'Iran, pour signer un cessez-le-feu. Et à partir du moment-là, le discours a commencé à changer. Saddam Hussein n'est plus le laïc, notre allié, qu'on soutient contre la déferlante islamiste à travers l'Iran. Le commence. Et c'est à ce moment-là que va apparaître, par un homme qui n'est pas d'extrême droite, pas du tout, c'est même un humaniste, les prémices de ce que j'ai appelé, pendant la guerre du Golfe, j'étais l'un des premiers à utiliser ce terme, vous pouvez le retrouver dans un numéro commun de la revue Esprit et des Cahiers de l'Orient, intitulé « Paysage après la bataille contre la guerre des cultures ». J'ai écrit un article où j'étais le premier à utiliser le terme « islamophobie » en référence à ce qu'a écrit avant, 3 mois avant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein, dans Le Monde, au mois de mai 1991, comme je vous ai dit, un homme qu'on ne peut pas considérer comme un extrémiste. Jean-François Poncet. C'est quelqu'un qui était à l'UDF. Plutôt de sensibilité humaniste. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Et c'est, quand on fait l'histoire des idées, on comprend. La construction européenne est confrontée à 3 défis. Un défi écologiste, c'est généreux, c'est bien de dire qu'il y a un problème écologique, hein, pas seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. 2, un défi économique, les dragons des pays du sud-est asiatique qui inondaient les marchés à la faveur de la libre circulation des marchandises et étaient à l'origine de la ruine du secteur textile, hein, entre autres en France. Et un défi idéologique, c'est plus le communisme. Ce n'est pas l'intégrisme musulman, ce n'est pas le fondamentalisme musulman, ce n'est pas l'islam politique, c'est l'islam tout court. Un défi idéologique, l'islam. C'est comme ça que ça se prépare les esprits. En rapport avec cela, Samuel Huntington écrit son Clash des civilisations, où il dit c'est la fin des guerres idéologiques avec la guerre froide, les conflits futurs, contrairement à ce que prévoyait Fukuyama, Francis Fukuyama à la fin de l'histoire, la paix universelle, il a dit non, nous allons avoir affaire à des conflits beaucoup plus durables et beaucoup plus dangereux. C'est le conflit des civilisations, le clash des civilisations. Et il identifie 8 grandes civilisations, 7 ou 8, parce qu'il doute dans son livre sur l'existence d'une civilisation africaine. Mais il l'ajoute quand même en 8e position. Je ne sais pas s'il existe une civilisation africaine, mais on peut dire ajouter une 8e. Une 8e civilisation. Hein, ils n'ont pas de civilisation, les Africains. Hein, je ferme entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. Et donc, il dit que parmi ces civilisations, il y a la civilisation occidentale. Le mythe de l'Occident, si vous lisez George Orwell, est très important pour comprendre cela. Fondé sur la démocratie, les droits humains, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté, etc., la sécularisation, la laïcité, etc. Et les autres
civilisation qui lui envie sa position hégémonique et le rayonnement de sa civilisation grâce à la supériorité de ses valeurs. Et il dit qu'entre ces civilisations, aucune entente n'est possible parce que sur les questions fondamentales, ces civilisations sont opposées. Quelles sont ces questions? Des rapports entre hommes et femmes, entre autorité et liberté, entre gouvernement et gouverné, etc. Les grandes questions fondamentales donc, sur lesquelles elles ne peuvent pas s'entendre et donc elles ne peuvent que être amenées à se faire la guerre, le clash. Mais il dit que l'Occident n'a pas l'animosité, le conflit entre l'Occident et ses civilisations n'est pas de même degré. Avec les civilisations slaves, revenues dans le bercail un peu avec la chute du mur de Berlin, elle est de moindre importance. De même avec la civilisation latino-américaine. Mais elle est à son maximum avec deux civilisations, la civilisation musulmane et la civilisation bouddhiste, hindouiste, confucianiste, non pas hindouiste, le confucianiste, lui il utilise ce terme-là. Et il parlait d'une connexion anti-occidentale entre l'islam et cette civilisation belliqueuse dont le représentant est la Corée du Nord, hein, pour aller plus directement. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu la connexion, mais c'est ça qui est très important. C'est les constructions, c'est des constructions idéologiques. Donc c'est la fin de l'idéologie, c'est le clash des civilisations. Et dans le clash des civilisations, l'ennemi mortel, c'est l'islam et cette civilisation des confins de l'Asie, qui après tout ne nous concerne pas directement. Hein? On n'en connaît pas grand-chose. Ni dans nos manuels d'histoire, ni dans nos manuels de philosophie, ni dans nos manuels de littérature, qu'est-ce qu'on connaît sur cette civilisation. Par contre, avec l'islam, on se regarde comme des chiens de faïence, on est très proches. La proximité rend l'animosité des deux côtés. C'est très important de le dire. Hein. Il ne faut pas... parce que la thèse de clash des civilisations, quand je suis allé la dénoncer au Caire, à Amman, dans les universités, mais tout le monde, il m'a dit, mais Samuel Huntington a raison. C'est vous qui vous trompez. Parce que le clash des civilisations, c'est pas seulement n'est pas seulement occidentale, la thèse. Elle est aussi reprise de l'autre côté. Oui, il a raison. Et notre ennemi, c'est l'Occident. La seule différence entre Samuel Huntington et les partisans de l'islam politique, et c'est pour cela que c'est très important de... C'est là où Samuel Huntington met un plus, eux ils mettent un moins. Là où lui, il voit une supériorité de l'Occident, eux, ils voient une infériorité de l'Occident. Là où lui, il voit une infériorité de l'islam, eux, ils voient une supériorité de l'islam. C'est tout. Mais le reste du tableau, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur le clash inévitable entre les civilisations. Et moi, j'étais surpris, je croyais un peu parler à un public qui réalise le danger de ce glissement de l'ennemi rouge vers l'ennemi vert. Ben non. Pourquoi? Parce que le changement du vert, du rouge au vert, ne s'est pas opéré seulement de ce côté-là. Dans les sociétés musulmanes, on a une expression, le communiste, ça se dit en arabe shuyu'i. Et shuyu'i, tu enlèves une lettre, ça devient chiite. Chiite. On disait, les shuyu'i qui ont perdu le roi au Liban. La base du parti communiste au Liban, c'était la région chiite la plus déshéritée, la plus défavorisée au Liban. C'est là, dans le sud du Liban, que s'est implanté le parti communiste, la base historique du parti communiste. C'est là où le chiisme et le Hezbollah est né, donc pour... c'est très... Mais c'est pas seulement là. En Bosnie, les anciens apparatchiks du parti communiste,
avec la chute du mur, sont devenus... Non, ils sont devenus, comme disent les Bosniaques, des pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Simplement un retournement de veste. Pour s'adapter à la situation. Pour... Bon, donc, et pas seulement là-bas. On parle de la Tunisie, on est avec les amis du Front populaire tunisien. Combien d'anciens marxistes qui ne jurent plus que par leur identité arabo-musulmane, caressant dans le sens du poil, faisant même de la compétition avec les mouvements islamistes sur le terrain identitaire. C'est ça les replis identitaires. Mais les replis identitaires, c'est plus général que cela. Et là, je vous conseille de lire un livre d'un autre Américain qui se démarque de Samir Huntington, qui se démarque de Fukuyama, qui s'appelle Benjamin Barber, qui a écrit un livre qui n'a pas eu, je crois qu'il vient d'être traduit en France, qui s'appelle McWorld versus Jihad. Il dit la mondialisation, les conflits qu'on a aujourd'hui, c'est des conflits liés à la mondialisation. Cette mondialisation qui est une McDonaldisation du monde, sur le plan culturel, sur tous les plans, c'est en fait une mondialisation du modèle américain. C'est un Américain qui combat. Alors, très important pour situer Samuel Huntington et Barber. Samuel Huntington était conseiller de Bush. Barber était conseiller de Clinton. Pour situer politiquement aux États-Unis comment... Et alors, Barber, il dit, on ne peut pas, personne ne peut accepter cette McDonaldisation du monde. Et la résistance à cette McDonaldisation du monde, c'est ce qu'il appelle djihad. Il dit, le djihad, c'est pas seulement les musulmans. Le titre, accrocheur, pour faire vendre. Jihad peut passer tout de suite, on est dans un registre d'islamophobie. Non, il dit, le djihad, c'est toutes les formes de résistance à cette McDonaldisation du monde, y compris à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Le djihad, il dit, c'est les Corses, c'est les Basques, c'est l'Irak, c'est toutes ces formes de résistance à cette homogénéisation du monde, à cette manière de faire rentrer dans un seul moule et une menace à toutes les identités. Donc, face à la McDonaldisation qui impose un modèle, le modèle américain, il y a des résistances identitaires. C'est lui qui parle de résistance identitaire. Et ces résistances identitaires, elles peuvent être aussi mortelles que la McDonaldisation. Les deux menacent la démocratie. Les deux menacent la paix. Les deux menacent la coexistence pacifique entre les peuples et l'entente entre les peuples. L'une en essayant d'effacer toutes les identités et l'autre en érigeant le modèle d'une société comme l'état langue de l'universel et en cherchant à l'imposer à l'ensemble de l'humanité. Et donc il y a des résistances identitaires. On peut les comprendre. C'est légitime, mais la solution n'est pas là. C'est ça qui est très important. La solution, c'est précisément, il dit, c'est une démocratie par le bas, une démocratie fédérative qui prend en compte la diversité culturelle de l'humanité, qui accepte cette diversité et qui construit petit à petit, à partir de la spécificité, de la particularité des uns et des autres, construire le vrai universel. Il dit l'universel, on ne l'impose pas. Comme la démocratie, on ne l'impose pas par les chars, par le haut. Ça se construit par le bas, la démocratie par le bas, l'universel construit par le bas, en trouvant les ponts entre les différentes identités culturelles, mais en leur disant que ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes obligés de nous faire la guerre. Rappelons, c'est un Lyonnais qui a dit, ta différence, mon frère, j'ajoute ma soeur, loin de me faire peur, elle m'enrichit. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait cela.
Hein? Donc, c'est ça qui est très important dans la perspective de Barlet. Et je crois qu'il est très important de réaliser qu'aujourd'hui en France, les replis identitaires sont chez tout le monde. Et je vous conseille de lire, par rapport à l'islamophobie en France, l'islamophobie, il faut la situer par rapport à cela. Il faut la situer par rapport à ce phénomène mondial, ce n'est pas seulement la France. Le modèle français est mis en difficulté par cette mondialisation ultralibérale, hein, à laquelle on a fait toutes les concessions. Et au lieu de dire d'où vient le problème, on cherche des boucs émissaires. C'est ça là, le danger. On cherchait le bouc émissaire, avant c'était le juif, aujourd'hui c'est le musulman. Il ne faut pas se voiler la face. Et je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples construits. J'ai parlé de Jean-François Poncet, mais le Haut Conseil de l'intégration, qui a pondu en 2007 une histoire de la laïcité, tronquée, falsifiée, dans le sens où la laïcité n'est plus la recherche de la paix, comme disait Jean Jaurès. En 2004, avant le vote de la loi de 1905, en 1904, il a écrit, Jean Jaurès, défendant la nécessité de la laïcité comme un projet de paix sociale, pacifier les relations. Je vous lis. Il prônait à travers la laïcité une pacification laïque pour que, et je le cite, la démocratie puisse se donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine. Si, et c'était ça la laïcité, c'est pas déclarer la guerre. La laïcité, c'était la fin de la guerre entre les deux France. Émile Combes et les autres AOC. Vous connaissez AOC? Vous ne connaissez pas l'appellation? Oui, mais ce qu'on appelle les athées d'origine catholique, comme Ernest Renan, Émile Combes, c'était des athées d'origine catholique qui étaient les plus intransigeants, qui voulaient reproduire la politique de Robespierre, de la Première République à l'égard de l'Église, c'est-à-dire continuer la guerre entre les deux France, qu'on a payé très cher avec la Restauration. Le Premier Empire, le Second Empire, la Restauration, et la Commune de Paris, etc., etc. Et à peine on arrive donc à la Troisième République, il y avait deux tendances dans la Troisième République. Une tendance